Bonsoir à tous. Mm. Ouais. Bonsoir. De toute manière, vous ne pouvez pas activer vos micros, mais nous espérons que derrière votre écran, vous ayez dit bonsoir. Alors, quelques petites remarques, mais si vous avez déjà participé à d'autres conférences en ligne, normalement vous êtes au courant. Donc là, tous les micros et les caméras sont désactivés. C'est normal. C'est pour, voilà, pour pouvoir discuter sans avoir de bruit en arrière-plan. Alors, si vous avez des questions pendant la présentation, si vous avez peur de les oublier, vous pouvez les inscrire dans la conversation de groupe, là où vous nous saluez très gentiment. Comme ça, au moment où ce sera le bon moment pour les questions, on ira regarder ce que vous avez indiqué. Euh, Sinon, en fin de présentation, lors de la session questions-réponses, vous pourrez également poser vos questions à travers votre micro, mais uniquement en fin de présentation quand ce sera les questions-réponses. Alors, ce soir, on va parler de jardin-forêt. On peut passer la slide suivante. Ouais. Hop. Donc, ce soir, on va parler du jardin-forêt, donc du fonctionnement à la conception. C'est une formation qui est dédiée notamment aux gourmands parmi vous. Donc, ici, Louis Noël, qui est avec moi ce soir, est donc conseiller technique chez Adalia. Et il a notamment pour thème de prédilection donc le jardin-forêt. Il vous en parlera bien mieux que moi. Alors, un petit mot juste sur Adalia, mais encore une fois, je pense que bon nombre d'entre vous ont déjà participé à nos formations. Donc, on travaille sur la gestion euh, écologique des espaces verts en région wallonne. On essaie de toucher un grand nombre de publics, que ce soit des communes, des entreprises de parcs et jardins, des citoyens comme vous aujourd'hui. Et alors, on a toute une série d'activités à côté, de campagnes telles que le printemps naturel, des animations dans les écoles, etc., pour essayer d'éveiller à l'importance d'accueillir un petit peu plus de nature et de laisser un petit peu de spontanéité dans nos espaces verts. Mais je vous souhaite une bonne écoute et je laisse la parole à Louis pour la suite. Parfait. Merci Bernard. Et encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Bernard, aujourd'hui, nous allons parler de jardin-forêt euh, ou de forêt-jardin. C'est plus ou moins la même chose. On ne sait toujours pas, le débat n'a toujours pas été fait pour savoir dans quel ordre le mot devait s'imposer, mais voilà, c'est la même chose. Donc ce soir, on va avoir une présentation plus ou moins en trois temps. Donc une première présentation, une première partie, ça va être tout ce qui est vraiment la théorie, qu'est-ce que c'est le jardin-forêt, en quoi ça consiste et comment est-ce que ça marche. Ensuite, on va pouvoir aborder plus comment est-ce qu'on peut mettre en place un jardin-forêt, en espérant que ma première partie vous aura forcément donné envie de en créer un. Et ensuite, on verra quelques plans justement à mettre dans son jardin-forêt pour essayer que vous ayez quand même des clés en main, en sachant que aussi à la fin de la présentation, je vous renverrai vers des ressources utiles qui vous permettront d'aller plus loin. Et donc, première petite question, si vous voulez peut-être en mettre pour activer d'abord les esprits et faire un petit sondage. En un mot, qu'est-ce que pour vous ça évoque le jardin-forêt? D'ailleurs, la jardin-forêt, oui, il y a une petite faute de tape, mais le jardin-forêt, qu'est-ce que ça évoque chez vous? À mon avis, c'est parce que j'avais mis la forêt-jardin avant, euh, donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà à peu près familier avec la notion? Donc, comme je le mets juste après, il y a différents noms possibles. Il y a les jardins vergers également, les forêts fruitières, forêts nourricières, forêts comestibles. Voilà, je vois le terme nourricier qui ressort effectivement. Il y a plusieurs mots qui
Voilà, avec toutes les strates, on va voir effectivement. Merci Isabelle et Lucie et Noé. Donc effectivement, il y a plein de mots qui peuvent décrire ce jardin-forêt. Mais pour mettre les choses au clair, je vais reprendre la définition d'un site que je n'ai plus besoin de présenter, qui est Wikipédia, qui, malgré les critiques, reste quand même une source d'information solide, dans le cas de plus en plus. Et donc, je ne vais pas relire la définition, mais donc le jardin-forêt, c'est vraiment un mode de culture qui se base sur le vivant et sur les écosystèmes naturels, de chez nous, en tout cas, alors, le jardin-forêt européen, qui est principalement basé donc, sur des plantes, on va voir, vivaces et qui a pour but de produire donc des plantes alimentaires ou des plantes utiles en grande majorité pour les humains, mais voilà, qui peut également accueillir, on va voir, des plantes qui ne sont pas forcément, qui n'apportent pas d'utilité directe. Et c'est on va voir, c'est un système qui est très intéressant pour répondre aux enjeux de notre temps. Donc, pourquoi est-ce que le jardin-forêt, c'est quelque chose qui me semble pertinent? Ben, pour expliquer cela, moi, je vais peut-être expliquer un petit peu mon parcours. Donc, quand j'avais fait donc mes études, j'avais pris conscience donc de tous les grands changements et de tous les grands problèmes de nos temps. Donc, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et toutes les limites planétaires que vous pouvez voir. Donc là, on voit les 6 limites planétaires. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ce schéma, mais voilà. Euh, il pourrait être anxiogène, mais voilà, comme le disait Rob Hopkins, si on n'a pas peur, c'est qu'on n'a pas compris. Donc voilà, il faut quand même avoir comprendre, voilà, être lucide face à la situation. Et justement, face à toutes ces choses un peu anxiogènes et face à l'érosion de la biodiversité, le jardin-forêt qui avait été et la permaculture, donc indirectement. Du cas, le système de jardin-forêt semble être un système qui, à échelle individuelle, lorsqu'on a un jardin, permet de cocher beaucoup de cases. Donc, il permet de recréer de la biodiversité, il permet de stocker du carbone, il permet d'avoir de la résilience alimentaire, de recréer du sol. Donc, c'est vraiment un système qui a plein d'avantages et qui permet donc, selon moi en tout cas, qui mérite d'être mis en avant. D'ailleurs, il faut savoir, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, vous pouvez le dire dans le chat si vous avez participé à des événements, mais actuellement se déroule le Festival des Jardins Forêts en Belgique. Il me semble que j'avais partagé le lien, peut-être que vous avez accès au lien donc dans le chat, si pas, je peux le remettre. Euh, et donc, il y a actuellement un festival des jardins forêts qui se déroule cette semaine. Donc là, je repartage le lien au cas où vous ne l'avez pas. Et donc, cela montre l'engouement qu'il peut y avoir en Belgique ou en France pour ce système agricole qui est dans l'air du temps. Et donc, voilà, c'est un heureux hasard que ce soit cette semaine-ci. Et c'est une très belle chose. Donc, n'hésitez pas à regarder et à consulter le festival également pour participer à des événements. Le jardin-forêt, c'est aussi quelque chose qui permet de travailler notre rapport à la nature. Donc, c'est aussi un sujet important à l'heure actuelle. Donc, le rapport à la nature de l'Occident et de l'homme, principalement de l'Occident, c'est une nature, donc on voit de l'âgé, une nature qui est fort liée au champ, à un contrôle de la nature, versus une nature moins domptée, donc la forêt qui, elle, est une zone pas forcément, qui peut être anthropisée, hein, on voit les monocultures qu'il peut y avoir dans certaines forêts, versus des zones un peu sauvages, non productives des fois, considérées à tort, en tout cas comme non productives, ou juste utiles pour faire du bois. Et donc, le jardin-forêt permet de casser un peu cette binarité entre le champ et la forêt. Et, il va permettre de justement lier les deux et de montrer que c'est pas aussi simple que ça et qu'il peut y avoir plein d'entre-deux qui justement nous permettent d'apporter le meilleur des deux mondes. Euh, donc, il faut savoir que chez nous,
On est donc dans un climat tempéré, un climat européen avec des pluies abondantes et qui permet d'aboutir à des forêts, des grandes forêts de feuillus. Il y a également des climats tropicaux qui auront également beaucoup de jardins-forêts, qui auront d'autres forêts. D'ailleurs, dans les forêts tropicales que le berceau de l'agroforesterie s'est développé. Il faut savoir qu'en Amazonie, avant que les colons arrivent, il y avait toutes les populations autochtones, en tout cas celles qui vivaient dans les forêts tropicales, développaient une sorte de jardin-forêt, en tout cas d'agroforesterie, où ils privilégiaient les plantes nourricières, tout en gardant une sorte d'écosystème plus ou moins naturel. Et il faut savoir que quand les colons sont arrivés, les colons espagnols, ces derniers n'arrivaient pas à reconnaître que ces indigènes cultivaient la zone. Ils avaient l'impression qu'ils profitaient de l'abondance de la nature. Et ça a été aussi un des arguments de la colonisation, de dire que ces indigènes ne valorisaient pas leurs terres, ne les utilisaient pas, alors que c'était faux. Ces derniers utilisaient des systèmes agroforestiers très complexes qui avaient été construits sur des centaines d'années. C'est juste que les colons n'arrivaient pas à reconnaître le travail et la culture, la touche de l'homme dans ces forêts qui étaient si proches de l'écosystème naturel que ces derniers colons ne pouvaient pas voir que les aborigènes cultivaient intensément ces zones. D'ailleurs, ça a pu être d'ailleurs mis en avant dans certaines forêts via des images satellites où on voyait que là où il y avait d'anciennes colonies indigènes, il y avait une très forte densité de plantes nourricières, bien plus grande que dans des espaces où il n'y avait pas eu ces colonies. Donc voilà un peu pour l'historique de jardins-forêts en forêt tropicale, mais nous ne vivons pas dans des climats tropicaux, certains diront malheureusement, mais nous sommes donc en Belgique et nous sommes sur un climat plutôt tempéré qui tend également à toujours revenir vers la forêt. Donc, une notion qui va être importante à comprendre pour le jardin-forêt, c'est la notion de succession végétative la notion de climax de végétation. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez nous, si on laisse une parcelle, un terrain à nu, ben, lentement, mais sûrement, euh, ce terrain va se faire recoloniser par des plantes. Donc, comme vous le voyez sur les schémas, par d'abord des plantes herbacées, annuelles, puis ensuite des plantes pérennes un peu plus grandes, et ensuite petit à petit des arbustes, pour au final arriver à des arbustes de grande et des arbres de grande taille, de climax, c'est-à-dire chez nous le hêtre et le chêne, qui sont des arbres qui vont pousser lentement, mais qui à terme iront beaucoup plus haut et domineront les forêts de chez nous. Et donc, il faut savoir que donc, peu importe ce qu'on fait, un terrain chez nous, que ce soit même une route bétonnée, si on la laisse suffisamment de temps sans entretien, elle reviendra de toute manière à la forêt. C'est ça qu'il faut retenir. Et du coup, nous, au lieu de profiter de ce système naturel qui est que la nature, elle va toujours vouloir aller vers ce système donc qui est une forêt. Au lieu d'aller dans son sens, nous, on a développé un système de mécanisation intense pour justement cultiver nos plantes. Donc, il faut savoir que l'humain ne dépend que de quelques plantes pour sa nourriture. Donc, riz, certaines céréales et certaines plantes nourricières, mais donc qui sont toutes des plantes annuelles, herbacées, non ligneuses pour la grande majorité, qui demandent constamment un travail du sol, des interventions humaines, que ce soit du désherbage mécanique, que ce soit donc des engrais et ou des pulvérisations, pour justement contrer cet effet de succession végétale. Donc nous, on veut garder à des terrains à nu, des terrains prêts à accueillir des plantes herbacées, jeunes, qui permettent donc de cultiver les plantes qui nous nourrissent. Alors que la nature, elle n'a pas du tout envie de ça. C'est pour ça qu'on est obligé de dépenser énormément d'énergie. Donc que ça soit des énergies fossiles, je vais quand même revenir un peu avant, pour faire aller les tracteurs, des produits chimiques pour tuer les plantes,
Car comme vous le savez, si vous avez un jardin, si vous laissez une zone non occupée, naturellement, des arbres vont pousser, des ronces et des plantes pionnières qui vont tendre vers la forêt. Et donc, plutôt que de lutter, pourquoi pas s'allier à ce mécanisme naturel? C'est-à-dire donc de tendre et à accepter, en partie en tout cas, on va voir qu'on le jardin-forêt, ce n'est pas juste du laisser-faire, il y a un réel travail, mais plutôt que de dépendre que d'annuels, bah, de planter des arbustes et d'imiter un peu, la forêt. Donc l'avantage de cela, ça va être de maximiser, la production, on va augmenter la diversité des espèces, on va créer des effets de lisière, c'est-à-dire qu'il y aura différents on va essayer d'avoir dans un jardin et surtout un jardin-forêt, différentes strates de végétation, donc des plantes, des zones, herbacées, des zones avec des jeunes petits arbustes, des zones avec qui commencent à avoir des jeunes arbres, des arbres de moyenne taille, pour ensuite avoir des zones dites de forêt. Et c'est la cohabitation de toutes ces strates qui va permettre d'accueillir une grande diversité et une grande diversité également de production. Euh, et ça, c'est vraiment un point assez clé dans le jardin-forêt. Concrètement, comment est-ce que le jardin-forêt va fonctionner? Ça va être vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va toujours essayer de tendre d'imiter ce que font les écosystèmes naturels. Heu, on va également donc dans un écosystème naturel, on va faire comme dans la forêt ou comme dans les milieux naturels, on va essayer d'utiliser toutes les strates de végétation. Donc dans la nature, il y a pas juste des herbacées, en tout cas pas sous nos climats. On a également toute une gamme de végétation. On va essayer de couvrir tout le temps le sol par du végétal ou de la matière organique morte, donc ne jamais laisser le sol à nu. Un sol nu est un sol foutu, pour ceux qui ont vu et qui se rappellent de cette phrase de la formation sur le sol. Il faut toujours, ça permet de garder un sol vivant qui nous permettra de nous rendre des services, de stocker du carbone. Ce sol va permettre aux cultures donc d'être productives et donc on va limiter tout ce qui est engrais et autres intrants. Et on va essayer également donc de mélanger plusieurs plantes comestibles, dont des plantes qu'on va voir vivaces, donc qui vivent plusieurs années. Et tout cela va également permettre d'avoir une autorégulation des ravageurs et des maladies via cette diversité, cette biodiversité et cette biodiversité qui euh, permettra donc de nous rendre plein de services. Et ces services, on appelle également souvent ça des services écosystémiques, donc des services que nous rendent les écosystèmes. Et donc là, j'ai repris un schéma de présentation de ce que c'est un écosystème, en tout cas de chez nous, un forestier, et des services qu'il nous rend. Ben, ça va être pareil dans un jardin-forêt. On va essayer de bénéficier en partie, en tout cas, de tous ces services. Donc, que ce soit la captation du carbone, donc, qui permet donc d'enrichir nos sols, mais également de lutter contre le changement climatique. Ça va être également tout ce qui est stockage de l'eau, donc ralentissement de l'eau, ça qui permet de lutter contre les inondations et contre les sécheresses, donc avoir un milieu où il y a plusieurs strates de racines et un sol qui permet de retenir l'eau, mais également un sol qui est qui est rempli de vie et qui est constamment nourri par la litière des feuilles et les plantes mortes d'une année sur l'autre, qui permettront donc de garder une certaine forme de fertilité et donc de limiter les apports. Et donc, dans un jardin-forêt, comment est-ce que ça fonctionne un jardin-forêt? Bah, si vous avez un peu compris ce qu'on a dit avant, bah, le but, ça va être donc d'utiliser toutes les strates de végétation. Et donc, ces strates, quelles sont-ils? Bah, quelles sont-elles plutôt? C'est les strates, on va commencer toujours par la strate herbacée, donc des plantes non ligneuses, donc qui ne font pas de bois, qui vont être des plantes qui vont pousser rapidement. Ensuite, des plantes arbustives, une strate arbustive avec des petits arbustes. Et pour terminer, par une strate arborée ou arborescente qui, elle, sera beaucoup plus grande et qui formera une canopée. Alors,
rassurez-vous, on n'est pas obligé d'avoir toutes ces strates-là pour avoir un jardin forêt fonctionnel. On peut se limiter à la strate arbustive, surtout quand on a des petits espaces. Euh, et on va également avoir une strate qui n'est pas détaillée à à l'image, qui est, on la voit grimper, c'est la strate des lianes, qui est aussi une strate très utile dans un jardin forêt, comme on le voit sur l'image à droite, où on voit une liane grimpant d'un arbre à l'autre. Et on voit également sur la photo à droite, donc l'intérêt de tout cela, c'est d'avoir un système, une diversité de systèmes racinaires, une diversité de plantes qui vont toutes qui vont toutes utiliser un espace du sol différent et qui vont avoir des besoins différents et qui vont donc limiter la compétition. Donc, via ce système-ci, il y a également tout ce qui est notion de guilde. Si vous êtes un peu renseigné sur le jardin-forêt, une notion qui revient souvent, c'est la notion de guilde, de végétal. Qu'est-ce que c'est une guilde? Bah, c'est une association de plusieurs plantes occupant divers strates. Donc, par exemple, là, sur la photo, vous pouvez voir une guilde naturelle de chez nous, qui est la guilde donc d'une forêt avec des chênes, des arbres, une strate arborée assez dense, des jeunes arbustes entre les deux qui essayent de grimper vers la lumière, et en dessous, un tapis donc d'ail des ours qui, lui, va faire son cycle avant que les arbres se mettent en feuilles, et donc va profiter de la lumière, va pousser tôt au printemps, va faire son cycle avant que les arbres se mettent en feuilles, et donc va permettre d'occuper l'écosystème le temps du printemps. Il va faire son cycle de vie rapidement. Si vous avez déjà vu l'ail des ours, il sort tôt et il va également faire son cycle très rapidement, vu que fin juin à juillet, il va totalement disparaître. Donc ça, c'est un exemple de guild. Donc c'est des plantes qui vont pouvoir pousser sur le même espace à des périodes différentes et vont donc avoir une certaine forme de synergie. Ça va être également le fait d'associer certaines essences. Donc, il y a les essences dites AFI. Donc, c'est des essences dites utiles et qui vont être là plus pour de la biomasse. Donc, des plantes, par exemple, qui stockent, qui fixent de l'azote atmosphérique et donc qui enrichissent le milieu, qu'on va essayer donc, qui ne sont là que pour apporter de la biomasse. Il y aura des fruitiers, des petits fruits, des légumes, vivaces ou annuels. Et donc, tout cela va permettre donc d'avoir certaines formes de synergie qui évitent la compétition entre les plantes. Un autre exemple de guilde hyper connu et repris à de nombreuses fois et qui est d'ailleurs historique, c'est la Milpa, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est une association, c'est une guilde qui n'est pas vraiment une guilde de jardin-forêt non plus, mais c'est une guilde qui permet un peu de vraiment mettre en avant justement cette synergie. Donc c'est que des plantes annuelles et c'est ce qu'utilisaient donc les Aztèques mexicains dans leur culture. Donc ils faisaient une association assez ingénieuse de plantes qui sont donc le maïs, la courge et le haricot. Donc, le but de cette stratégie, c'est que le maïs, lui, va monter haut, il va servir de support au haricot. La courge va permettre de couvrir le sol, de garder de l'humidité et donc de limiter les plantes adventices ou mauvaises herbes, donc va couvrir le sol. Et le haricot, lui, il va permettre de fixer de l'azote atmosphérique pour enrichir le milieu et nourrir les autres. Donc là, c'est une synergie qui marche très bien qu'on peut encore faire chez nous, hein, bien que voilà, le maïs c'est un peu plus dur à cultiver. Mais voilà, c'est un exemple annuel d'une guilde. Donc, c'est vraiment essayer de créer des synergies entre les plantes pour maximiser leur productivité et limiter les entretiens. Donc là, j'avais des exemples d'ailleurs qui datent un peu de chez moi, mais c'est par exemple pour illustrer, c'est sur un petit jardin, hein, mais c'est de planter des pommiers, des jeunes pommiers, de mettre en place tout proche du pied des plantes ligneuses telles que de la rhubarbe, des gingembres rustiques. Et par exemple du kénopode qui est, on va voir après, donc un épinard vivace qui vont couvrir les pieds des pommiers et qui vont permettre de créer un tapis dense et donc d'avoir une diversité de production le temps en tout cas que le pommier, en plus des pommes.
Et donc ça, c'est un des nombreux exemples qu'on va pouvoir avoir. D'ailleurs, je le dirai après, mais je ne vais pas présenter toutes les guildes qui existent, car il y en a de nombreuses, mais sachez que je le présenterai à la fin. Rémi Kulik a sorti un autre livre assez pratique, donc je pense que c'est La forêt, jardin en pratique. Je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas, il a écrit un nouveau livre où là, il donne vraiment je donnerai les références à la fin où il y a vraiment plein de guildes, donc ne vous tracassez pas si vous voulez avoir plein d'exemples. Il y a plein de ressources sur Internet ou dans les livres. Alors, un autre point important du jardin-forêt, ça va également être le fait d'utiliser des plantes dites vivaces. Donc, ces plantes vivaces, c'est des plantes qui, donc, contrairement aux annuelles, vont faire leur cycle de vie sur plusieurs années. Les vivaces, leur défaut, c'est qu'elles vont prendre plus de temps à pousser. Donc, vu que c'est des plantes qui vont faire leur cycle sur plusieurs années, elles seront moins rapides et apporteront une production un peu plus lentement. Bah, bien que ça dépende de lesquelles encore. Il y a des plantes vivaces qui poussent très vite. Euh, mais donc, c'est des plantes qui vont surtout, donc elles vont être moins rapides à pousser, mais elles vont avoir le gros avantage de revenir chaque année. Et donc, plutôt que de faire des potagers, ben, on va voir que les plantes annuelles et les plantes vivaces ne sont pas forcément opposées, que dans un jardin forêt, c'est bien de faire les deux, en tout cas quand on a le temps, mais que l'avantage des légumes vivaces et autres plantes vivaces qui sont comestibles, c'est que ces dernières vont revenir chaque année et vont demander beaucoup moins de travail que les plantes annuelles qui sont les potagères classiques. J'en présenterai à la fin pour ceux qui vont avoir des exemples, mais c'est des plantes qui souvent sont peut-être qui sont un peu plus rustiques souvent et qui auront moins de maladies et qui vont également permettre donc d'avoir une plus grande productivité que certaines plantes potagères, mais en ayant le temps, en tout cas après plusieurs années. Également, dans la catégorie des plantes vivaces, on peut également reprendre catégorie des plantes annuelles qui se ressèment abondamment. Par exemple, le souci officinal, de la roquette vivace, mais il y en a qui est plus ou moins vivace, mais qui se ressème facilement. Donc, toutes ces plantes qui vont se ressemer facilement au jardin, elles peuvent également rentrer dans cette catégorie. La bourrache également, par exemple. Euh, et donc, au-delà de ça, donc on va voir que au-delà de cultiver des vivaces, on va également cultiver donc des plantes pour leur matière organique. Donc pour ce faire, on va utiliser donc les plantes à comme je l'ai déjà dit, donc architecturales, fertilisantes et ingénieurs. Ça va être des plantes qui vont surtout être intéressantes dans des milieux qu'on aimerait stimuler. Par exemple, on veut faire un jardin-forêt à partir d'un champ. C'est très bien de planter dès le début des plantes à croissance rapide, telles que des saules, des aulnes, et d'autres arbres qui sont pionniers et qui ont une croissance rapide et qui vont permettre donc de rapidement recréer de la biomasse, de refaire une canopée qui nous permettra donc de cultiver des plantes typiques de forêt sur notre parcelle. Et une fois ces arbres développés, on va pouvoir également développer tout ce qui est, on va le voir, après trogne ou arbre tétard, qui sont des usines à biomasse vivant, une technique ancestrale qui permet de produire de la biomasse. On peut également voir au-dessus, pour ceux qui la reconnaissent, la fameuse consoude, qui est une plante permacole par excellence, donc qui permet avec ses racines profondes d'aller chercher beaucoup de potassium, qui est une substance qui est très utile pour les fruitiers. Et donc, typiquement, dans un jardin forêt, comme j'aurais pu le faire chez moi, c'est bien d'avoir des zones avec de la consoude, car c'est une plante qui fait beaucoup de biomasse, donc qui fait beaucoup de feuilles, qui fait également beaucoup de fleurs, donc qui est intéressant pour les pollinisateurs, qui va attirer les pollinisateurs dans notre parcelle et qui peut également être en petite quantité, en faible quantité comestible, mais en tout cas qui est une plante qui va permettre de stimuler le milieu et d'apporter donc des nutriments de par ses racines. Hop, et donc, au-delà par exemple, des consoudes, il y a d'autres exemples de plantes annuelles, non ligneuses il y a des alternatives à la consoude, mais au-delà de la consoude, il y a donc tout ce qui est trogne.
les trognes, c'est hyper intéressant, surtout comme je l'ai dit au début, quand on veut créer une parcelle, ça va permettre donc de créer de la biomasse et surtout à terme d'avoir des arbres qui vont être hyper intéressants pour la biodiversité. Ça va faire des cavités à terme, pour ceux qui ont déjà vu des vieilles trognes, qui vont permettre d'accueillir toute une faune, mais ça va également donc permettre d'avoir des feuilles, d'avoir des branches qui vont pouvoir être utilisées pour le compostage et qui vont créer d'abord cette canopée assez rapidement. Pourquoi pas ensuite terminer par un accueil de plantes grimpantes, par exemple des vignes, faire grimper des vignes près d'une trogne pour passer d'un arbre qui n'était pas forcément directement productif à une sorte de support vivant pour des plantes grimpantes qui, elles, le sont. Donc voilà, je le laisse dans les dias, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des super tableaux donc, de synthèse. Il y a le réseau Trognes de Wallonie où il y a pas mal de ressources. Et donc là, on peut voir les différentes essences qui peuvent faire des trognes. Et également une illustration qui montre toute la faune qui peut en dépendre, que ce soit les oiseaux, des chauves-souris ou tous les petits mammifères qui profitent à terme des cavités dans ces troncs. Euh, Le jardin-forêt, il va également permettre donc, il va également se baser sur une grande diversité d'espèces. Et donc, plutôt que de se contenter d'avoir des espèces peut-être annuelles comme dans un potager, on va également mettre des espèces, donc comme je l'ai dit, des vivaces, et pas n'importe quelle. On va également varier énormément les vivaces dans le but d'étaler les floraisons, d'étaler les fructifications. Ça va vraiment être un point crucial des jardins-forêts. Donc, plutôt que de faire un jardin-verger, comme on pourrait avoir, donc c'est-à-dire une prairie avec des arbres, on peut, par exemple, que des pommiers ou que des poiriers, qui donnent une production uniquement à l'automne, ce qui peut être très bien quand on veut pas passer trop de temps, vu que tous les fruits sont mûrs à peu près à la même période et donc on peut récolter tout à l'automne. Bah, dans un jardin-forêt, le but c'est d'avoir une fructification un peu à l'année. Donc qui va nous permettre de plus ou moins, en tout cas du printemps jusqu'à l'automne, d'avoir des fruits des fruits frais ou des fruits qui vont permettre d'être conservés. Ça va permettre également donc d'avoir différentes floraisons, donc d'accueillir plus de biodiversité et donc de pollinisateurs. Ça va réduire également les attaques, vu qu'on va avoir plusieurs espèces, ben, il n'y aura pas un grand nombre, les ravageurs ont plus du mal à se développer. Et ça va également donc renforcer, encore une fois, cette biodiversité qui va nous rendre de nombreux services. D'ailleurs, en illustration, vous pouvez voir les 3 niveaux de la diversité qui sont, comme dans un jardin-forêt, la diversité des écosystèmes, c'est-à-dire donc essayer d'avoir des écosystèmes humides, des écosystèmes un peu de prairies dans son jardin, un peu de forêt, donc essayer de lier la diversité des écosystèmes pour avoir une diversité d'espèces et également une diversité génétique dans les populations des espèces chez nous. Euh, il faut également savoir, comme je l'ai dit, que le jardin-forêt se base fort donc de la permaculture. C'est d'ailleurs de là, c'est également ce mouvement-là qu'il a fort popularisé et qu'il a remis au bout du jour. Pour ceux qui s'intéressent à ça, je ne vais pas la détailler, mais sachez que la permaculture se base sur 12 principes. C'est d'un de ses fondateurs, donc, qui est David Holmgren, qui permet donc de favoriser, qui permettent d'avoir toutes les avantages, tous les avantages qu'on peut avoir dans la permaculture. Je ne vais pas les détailler parce qu'en fait la liste serait longue, mais je vous les laisse là en illustration. Mais c'est également vraiment des principes vraiment cruciaux pour développer un jardin-forêt. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur l'œuvre de David Holmgren et donc des 12 principes de la permaculture qui sont selon moi des principes à intérioriser pour avoir un jardin-forêt plus ou moins efficace. Vois-tu? Même si c'est pas forcément obligatoire. Une fois on a compris un peu comment fonctionne un jardin-forêt, la question et la deuxième partie dans laquelle on rentre, ça va être de comment créer son jardin-forêt. Donc j'espère que si vous êtes là, a fortiori, c'est que vous connaissez déjà peut-être le système ou que vous êtes au minima intéressé et que donc vous souhaitez peut-être, pourquoi pas, soit créer un jardin-forêt, soit améliorer ou diversifier votre jardin-forêt actuel.
Et donc, avant de créer un jardin-forêt, ce qui va être important, ça va être de se poser les bonnes questions. Donc, il va falloir avoir une grande phase de réflexion. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que on est un peu à l'automne, on arrive à l'automne-hiver, donc on a un peu moins dehors et on peut des fois passer plus de temps en réflexion et on va pouvoir vraiment un peu réfléchir là-dessus. Il faut savoir que là, on va arriver également à la période des plantations, de commande des arbres et autres. Mais des fois, si vous êtes en réflexion, des fois, il vaut mieux prendre un an, on va voir, pour vraiment construire son projet, avoir un plan et savoir vraiment nos attentes, plutôt quitte à avoir voilà, avoir un plan et un jardin forêt qui tient la route plutôt que vite, en quelques temps, créer un projet et peut-être ne pas en être totalement satisfait car on n'est pas, en tout cas, ça répond pas à toutes nos attentes. En tout cas, dans les deux cas, c'est possible. Mais en tout cas, les questions importantes sont de savoir quels sont les objectifs. Est-ce que c'est l'autonomie, l'autonomie alimentaire? Est-ce que c'est de faire le but, est-ce que c'est de faire des économies, on va dire, financières? Est-ce que le but, c'est de recréer de la biodiversité? Est-ce que c'est pour notre santé? Est-ce qu'on veut avoir des fruits frais? Est-ce qu'on veut un aspect plutôt social? Est-ce qu'on veut avoir un lieu agréable, par exemple, un lieu dans un espace public? Est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'on est plusieurs? Voilà, c'est plein de questions à se poser. Et ensuite, se poser également quelles sont nos limites. Donc, la surface du jardin-forêt. Euh, Est-ce que c'est un terrain privé collectif? Savoir le temps et l'énergie qu'on est prêt à investir. Parce qu'un jardin-forêt, c'est quand même un système qui va durer plus longtemps, qui va être un système sur plusieurs années. Et donc, euh, il faudra vraiment euh, savoir c'est important de réfléchir à ça pour que sur le long terme, on puisse avoir un projet qui tient la route et pas un jardin-forêt qui, des fois, périclite. Et également, quel est votre budget? Ça va être la question de savoir est-ce qu'on va reproduire les plantes, est-ce qu'on va acheter des grands plants ou autres. Voilà, il y a plusieurs manières de faire. C'est vraiment ça qui est important à se poser. Euh, Après qu'on se soit posé les questions, il va falloir définir les grands principes de la création d'un jardin-forêt, qui sont de toujours, et j'insiste là-dessus, de toujours commencer par observer, à bien connaître son terrain. Ça, c'est la première étape cruciale. C'est également, si on revient un peu en arrière, le premier principe de la permaculture, ça va être vraiment d'observer son terrain, de passer du temps sur son terrain avant de planter. Parce que des fois, quand on est pris de passion pour une thématique, on a envie d'aller très vite. Le jardin-forêt, déjà, c'est pas un système qui va très vite. On peut vite lancer un potager pour qu'il y ait des résultats assez rapides, mais un jardin-forêt, c'est des projets qui se construisent sur plusieurs années. Et donc, c'est d'autant plus important de bien connaître son terrain et donc de savoir quelles sont les zones riches ou quelles sont les zones pauvres, les zones où il y a beaucoup d'humidité, euh, est-ce qu'il y a des zones avec des plus ou moins bonnes expositions? Voilà, c'est vraiment bien important de savoir, de connaître son terrain et de regarder si l'existant pour non pas non plus tout raser et remettre que des plantes comestibles ou des plantes qu'on a envie d'avoir. Des fois, il faut savoir également garder un peu ce qui existe. C'est également bien connaître le fonctionnement des écosystèmes naturels pour essayer de le recréer, ces services écosystémiques, il faut les maîtriser. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs aussi, parce que malgré le fait qu'il y a beaucoup de connaissances pour faire un jardin-forêt, on ne sera jamais au courant de tout et on sera jamais voilà, on pourra jamais tout anticiper. Donc c'est bien de se renseigner pour essayer d'apprendre des erreurs des autres et donc de ne pas en faire trop. Mais il faut savoir que d'office, on va faire des erreurs et qu'il ne faut pas avoir peur d'en faire. Si vous n'êtes pas sûr d'une association plante, et que vous voyez dans la littérature qu'il n'y a pas de problème, ben, qu'il n'y a pas en tout cas de mise en garde, essayez. Des fois, ça ne marchera pas. Des fois, il y aura des plantes qui ne reprendront pas chez vous. Mais le plus important, c'est de bien regarder ensuite votre terrain et de se poser la question de pourquoi ces plantes-là n'ont pas repris, par exemple. C'est aussi planter en priorité des plantes productives, mais surtout des plantes qu'on aime manger. L'erreur typique, c'est de mettre, que je peux avoir d'ailleurs au début, quand on regarde le jardin-forêt et toutes les plantes qu'il peut y avoir, on a souvent un phénomène qui s'appelle la collectionnite aiguë.
qu'on peut appeler comme ça, qui est le fait de vouloir avoir plein de plantes et toutes les plantes qu'on peut mettre dans un jardin forêt dans son jardin à soi. Et donc d'avoir plein de plantes et plutôt que de mettre, par exemple, des grands classiques de chez nous, des pommiers, des pruniers, des arbres qui ont fait leur valeur et qu'on connaît bien, bah, c'est de mettre plein de plantes hyper rares et au final qui vont peut-être pas, soit qu'on connaît pas et qu'on va peut-être pas aimer, tout simplement, soit des plantes qui vont pas fonctionner chez nous, qui vont peut-être pas bien reprendre et donc c'est ou sur notre terrain en tout cas. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir des plantes qu'on aime manger et consommer, ça reste quand même la base. Et ensuite, un point important, c'est de ne pas avoir peur de commencer petit pour ensuite propager le système à plus grande échelle. Donc, si on a un grand terrain, des fois, il faut savoir se contrôler un peu nos envies, en tout cas nos ardeurs. Et plutôt que de faire un jardin-forêt sur toute une grande parcelle, bah, des fois, il vaut mieux vraiment mettre son temps et son énergie sur une plus petite zone, mais pour que ça reprenne bien plutôt que de vouloir tout couvrir. Et au final, avoir un jardin-forêt qui est plus grand, mais qui est moins bien organisé et peut-être moins fonctionnel. Donc, comme je l'ai dit, voilà, je vais pas le détailler parce que j'en ai déjà un peu parlé, mais observer son terrain, c'est important. Prenez le temps dans votre jardin, d'observer vraiment les plantes, l'ensoleillement. Ça va vraiment être la base pour ensuite faire on va voir après le design, le plan un peu de votre jardin. Ça va vraiment être assez, critique et donc il faut savoir prendre le temps et c'est pas une phase à, balayer trop rapidement. À moins que vous connaissiez très bien déjà votre jardin ou en tout cas votre terrain, prenez le temps de faire cette étape-ci. Ensuite, il va avoir le fait de connaître les besoins des plantes. Donc, une fois qu'on aura choisi des plantes à mettre dans son jardin-forêt et c'est quand même bien de connaître les plantes. Trop souvent, on choisit une plante et ensuite, on choisit l'endroit où on souhaite la mettre. L'idéal, c'est de plutôt choisir les plantes en fonction de l'endroit qu'on souhaite cultiver, et donc de connaître leurs besoins. Est-ce qu'elles ont plus ou moins besoin d'eau? Est-ce qu'il y a plus ou moins besoin d'ensoleillement? Donc voilà, c'est vraiment, un aspect assez important et donc de se baser sur, de faire des petits tests de boudin, par exemple, dans le sol, creuser son sol, regarder un peu la consistance pour essayer de ne pas avoir de mauvaises surprises et d'avoir des plantes qui stagnent ou qui ne sont pas assez productives et qui nous apportent pas tous les bénéfices qu'on aurait espérés. Une fois qu'on a bien observé son terrain et qu'on a un peu une idée des plantes, qu'on connaît un peu les plantes qu'on souhaite mettre dans son jardin-forêt, on va pouvoir passer à la phase la plus marrante, ben, qui est la plus, qui peut durer longtemps, encore une fois. Ça va être une phase assez, ou qui va prendre beaucoup de temps et où on va pouvoir se poser beaucoup de questions. Ça va être le zonage de son jardin et la planification de son jardin-forêt. C'est vraiment pas une étape à zapper. Un jardin-forêt, on peut le faire de manière assez organique, si on peut le dire, et donc de le faire sans trop d'idées en tête. Mais on va voir que de manière générale, pour avoir quelque chose de plus ou moins construit, c'est quand même bien au moins d'avoir un peu réfléchi à minima de faire du zonage, ou alors de faire un plan, quitte à ne pas faire un plan très précis de chaque espèce à tel endroit. Vous allez me dire maintenant, c'est quoi le zonage? Alors pour ceux qui ont peut-être fait un peu des formations en permaculture, vous savez que c'est une notion très importante qui au final revient à du bon sens. Ce bon sens, c'est que dans votre jardin, ou sur votre terrain, il va être intéressant d'adapter les zones, donc les plantes et le système que vous allez mettre en place en fonction de votre présence au jardin. Donc, par exemple, la zone 0, ce sera la zone où vous êtes souvent chez vous, la maison. La zone 1, ça va être les zones où on est le plus souvent au jardin, donc les zones qui demanderont, bah, les plantes qui demanderont le plus d'entretien, on va essayer de les mettre dans la zone 1, que ça soit le potager, que ça soit les plantes aromatiques qu'on va vouloir aller chercher rapidement pour la cuisine, ou juste une zone des fois de gazon, une zone où voilà, on se repose, ou une zone de jardin classique. Dans la zone 2, on va avoir une zone un peu moins intense, mais quand même proche, où là, on va quand même mettre des plantes qui demandent de l'entretien, mais un peu moins que des potagères, par exemple des petits fruits, euh,
des plantes vivaces, voilà, des plantes qui demandent de l'entretien, mais pas trop, pour ensuite avoir des zones 3, 4 et zones 3 et 4 qui permettent d'accueillir des jeunes arbustes, des arbres de plus grande, d'une plus grande hauteur, heu, tout en gardant quand même une main dessus, tout en laissant quand même de contrôler la zone. Donc là, on va mettre des arbres de plus grande taille, que ce soit des arbres à coque, des noyers, des châtaigniers, dans la zone 4 et dans la zone 3 des fruitiers bastiges, ou demi-tiges, par exemple. Et pour si possible, laisser une zone 5 qui est des zones où on n'intervient presque pas ou jamais, des zones un peu laissées à la nature. C'est également important. euh, et ce qui sont des zones qui vont des fois être spontanées, en tout cas, qui vont permettre, ou vraiment, souvent ce sera dans le fond du jardin ou dans des zones qui sont difficilement accessibles. Ben là, on va essayer de laisser des zones naturelles. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours l'idéal. Donc, donc voilà, c'est vraiment le principe de base du zonage et c'est un principe qui va être très important euh, pour construire son jardin-forêt. C'est également le zonage, au-delà du temps d'entretien, il va également représenter un peu les strates. Donc souvent la zone 1 et la zone 2, c'est des plantes plutôt herbacées ou les jeunes petits arbustes. La zone 3, on va arriver aux arbustes. Et la zone 4, on va vraiment arriver aux arbres jusqu'à la zone 5 qui peut être où il peut y avoir des grands arbres qui poussent spontanément chez nous. Euh, donc voilà, comme je l'ai dit, avant de planter, il faudra bien réfléchir. C'est vraiment, il faut savoir également, ça prend du temps. Il faut également arriver à se projeter sur plusieurs dizaines d'années. Un jardin-forêt, on met des plantes qui vont vivre longtemps, et donc c'est important de, quand on fait son plan, de ne pas se baser sur la taille que fait la plante au moment où on va la chercher de la pépinière, mais bien anticiper que la plante, à terme, pourra peut-être, par exemple, ombrager toute une zone. Alors, en entre-temps, pendant 10 ans, on va pouvoir cultiver des plantes qui aiment bien la lumière, mais il faut savoir qu'à terme, peut-être que l'arbre va faire de l'ombrage. Il faut oser se planter, voilà. Et des fois, il faut donc se planter et faire des erreurs, et donc planter densément, quitte à éclaircir par après. Souvent, on... des fois, on plante trop dense. La densité, c'est vraiment une vraie question dans un jardin-forêt. Des fois, on plante trop densément et on se sent bête car on doit enlever. Des fois, donc au début, on a l'impression que c'est pas trop dense, mais une fois que les plantes prennent de la place, ben, on se dit, ah, ça se touche un peu trop. Des fois, on se dit, justement, je vais essayer d'anticiper bien les plantes et au final, ben, on n'a pas de rendu vraiment correct avant 5 6 années. Ça dépend des cas. Et donc, des fois, il ne faut pas avoir peur de limite faire des fois un peu trop dense, quitte à enlever des plantes à terme et les remettre plus loin dans son jardin. C'est également des plantes qu'on va pouvoir reproduire. Donc, voilà. Il ne faut pas avoir peur de la densité. Il faut faire des erreurs d'office. Et il faut vraiment, dans la plupart des cas, pas hésiter à commencer plus petit, quitte à multiplier et les plantes après, car il y a plein de plantes qui peuvent se bouturer, qui peuvent se ressemer facilement une fois qu'elles sont présentes dans notre jardin. Et si possible, favoriser les plantes qui demandent pas trop d'entretien. Euh, alors, dans la temporalité de la création d'un jardin-forêt, il y a plusieurs temps. Euh, il y a plusieurs manières de faire également. Il faut savoir qu'il n'y a pas de bonne manière. Vous avez compris, il y a des recommandations, mais il n'y a pas vraiment tout le monde. Il y a une grande marge à la liberté. Souvent, sur commande, en tout cas, ça va être que dans un premier temps de planter les arbres et les essences de grande taille. Donc, il y a les essences qui prennent un peu plus de temps. Faut savoir, donc ça peut être des fruitiers haute tige ou demi-tige ou des arbres qui seront, par exemple, des noyers, des châtaigniers, des tilleuls qui vont prendre beaucoup de place et qui vont prendre du temps à grandir. Voilà, comme on dit, comme l'expression le dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Mais donc ne pas hésiter à d'abord commencer par ces plantes-là qui, qui vont prendre du temps. Dans un second temps, une fois qu'on a mis en place c'est un peu le squelette de son jardin-forêt et de ces plantes qui vont prendre du temps, on va pouvoir commencer également à mettre des plantes à filles, donc les plantes architecturales qui vont créer de la biomasse, donc des jeunes saules et autres qui vont pousser vite et qui vont rapidement pouvoir assombrir des zones et faire des petites zones de forêt. On va pouvoir ensuite mettre en place la strate arbustive, peut-être la strate herbacée
vivace qui prend beaucoup plus de temps, donc de le faire de manière chronologique, et ensuite terminer par les plantes grimpantes qui, elles, forcément, auront besoin de support, et donc on va pas faire grimper des plantes sur un saule ou un pommier d'un an. Ça, voilà, ça ne servira pas à grand-chose. Par contre, après quelques années, on pourra totalement le faire. Il il faut savoir également que ce qui se fait souvent, c'est que si on veut avoir dès la première année une production, il faut pas hésiter à directement dès l'année 1, faire tout simplement, un potager. Si on a du temps si on a du temps à investir, on peut dès l'année 1 faire des zones de potager classiques, tout en mettant ces arbres-là. Voilà, c'est aussi une manière qui fonctionne. Comme ça, on a une production dès le début et on n'est pas obligé d'attendre plusieurs années. Comment est-ce qu'on comment bien planter ces plantes? Donc, Bernard, l'a déjà fait dans d'autres formations, pour ceux qui ont suivi les la visio d'il y a 2 semaines. Heu, on va on va voir donc, que de manière générale, pour toutes les plantes, c'est bien de se renseigner, d'aller acheter des plantes saines dans une pépinière de qualité, si possible en racines nues. Donc, regardez près de chez vous. C'est bien d'éviter les plantes en pot, en tout cas les plantes, surtout pour les grandes plantes, pour les arbres et arbustes, c'est bien d'éviter les pots. Pour les plantes plus petites, il n'y a pas de problème avec les pots souvent, mais essayez de bien commander à l'avance pour avoir les variétés qu'on désire. Il faut savoir que là, les pépinières vont ouvrir leur stock. Il faudra pas, si vous avez déjà un plan en tête, il ne faudra pas hésiter à commander assez rapidement vos plants. Mais si vous n'avez pas le temps, attendez l'année prochaine, une fois que vous avez une bonne idée et une fois que vous savez les variétés que vous voulez avoir, une fois que vous avez goûté, par exemple, les fruits, les pommes, parce que c'est important, hein, si vous voulez planter un pommier dans votre jardin ou voilà, l'exemple typique, vaut mieux aimer les pommes. C'est trop dommage, ça arrive trop fréquemment qu'on plante un pommier et puis 10 années après, on goûte vraiment les premières pommes et on se dit: «Ah bah, c'est dégueulasse» et et du coup, on n'aime pas les manger à minima et on se retrouve avec des pommes, plein de pommes, mais on n'aime pas les manger. C'est c'est un peu le comble et ça arrive trop fréquemment. C'est pareil avec des plantes, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais goûtées et après, voilà, on en met plein dans son jardin et puis on se dit: soit j'aime pas, soit, ça prend trop de temps à récolter ou autre». Donc voilà, bien choisir ses plantes, hem, prendre des jeunes plants. L'erreur typique en pépinière, c'est qu'on veut acheter des grands plants. On veut prendre les plantes les plus belles, les plus grandes, mais souvent c'est des plantes qui ont un peu vivoté, donc des plantes qui sont soit, qui ont passé longtemps, sont restées longtemps dans leur peau et qui ont des racines qui sont totalement, voilà, qui sont tellement, des racines qui ne sont plus en bonne santé et qui vont donc qui sera grande au début, mais qui après quelques années, aura vivoté ou voire sera morte. Et alors qu'une plus petite plante, d'accord, elle sera moins impressionnante, mais elle va pouvoir attraper assez rapidement et sera plus saine sur le long terme. C'est pareil pour les arbres. Il vaut mieux prendre des arbres jeunes, plutôt que de prendre des énormes plants. Ça permet de faire des économies et ça permet d'avoir des plants qui reprennent mieux sur la longueur. C'est un peu la fable, de La Fontaine avec le lièvre et la tortue. Il faut savoir prendre son temps, et voilà. Il faut savoir qu'on va planter de manière générale en novembre pour la plupart des plantes, mais il y a certaines plantes sensibles au gelée, comme les vignes, les kakis, les mûriers, les kiwis. Ça, c'est des plantes qu'on va plutôt, pareil pour les potagères, c'est plutôt des plantes qu'on va mettre au printemps. Comme ça, on évite d'avoir des plantes qu'on plante en novembre, puis il y a une gelée et la plante n'a pas assez de réserve et donc elle meurt. Donc toujours bien se renseigner sur les plantes avant de les choisir. Faut savoir également donc dans la temporalité, dans le temps de travail que demande un jardin-forêt, le plus dur, ça va être souvent les premières années. Donc les premières années, c'est des années où les plants sont jeunes, des plants qui sont pas encore bien implantés et donc il va falloir souvent mettre en place voilà, un arrosage, du désherbage pour pas que ces plantes meurent ou se fassent recouvrir. C'est donc vraiment des périodes qui demandent beaucoup de temps et c'est pour ça que c'est important de pas avoir une trop grande surface de jardin-forêt parce que sinon on est vite dépassé et au final on a des plantes qui meurent ou autres et donc c'est un peu du gâchis. Donc ne pas hésiter à faire ça sur une plus petite surface. Hem Et n'hésitez pas à hésiter à faire des plantes potagères pour compenser le peu de production des plantes, vivaces lors des premières années.
Mais une fois que le jardin-forêt est mis en place, une fois que tout roule et que les plantes ont survécu, l'autre chose qui prend énormément de temps, et vous allez me dire euh, que c'est un bon signe, bah, c'est là, vraiment l'abondance. Alors typiquement, là, à titre personnel, je suis vraiment dans ce cas-ci, c'est que le jardin-forêt, souvent, on ne se rend pas compte, mais ce qui prend le plus de temps à terme, et ça qui est incroyable, ce qui est quand même génial, le côté génial, ça va vraiment être le temps de récolte, les transformations, plus que son entretien en tant que tel. Une fois que le système roule et qu'il est bien mis en place, qu'il est bien construit, il y a presque plus de désherbage, ou alors le désherbage, bah, c'est de la récolte. Donc on récolte les plantes couvre-sol qui sont comestibles également, ou alors on en fait de la biomasse. Euh, mais ce qui demande du temps, ça va être la récolte des petits fruits et des fruits de manière générale et ou des légumes et leur valorisation. Donc en cuisine, voilà, essayer de faire des bocaux, essayer de faire des recettes avec, c'est ce qui prend le plus de temps et donc c'est aussi le côté sympa. Mais il faut bien anticiper ça et donc que il y a plein de plantes dans les jardins forêts qu'on ne maîtrise pas bien et que donc qu'on ne cuisine pas souvent. Et donc, des fois, il y a des plantes qu'on a du mal à valoriser dans nos recettes classiques. D'ailleurs, sachez qu'il y a des recettes de jardin forêt qui ont été créées pour justement donner des idées. Je crois que c'est la forêt nourricière qui a fait un livre là-dessus que j'ai et qui est très inspirant. Et il y a aussi certaines plantes qui demandent beaucoup de manipulation avant d'être consommables. Ça peut être ou qui demandent beaucoup de travail. Ça peut être par exemple ouais, les glands ou les châtaignes. Voilà, les glands et les châtaignes qui demandent beaucoup d'écorcer les fruits, de les transformer. Donc voilà, c'est super bon, c'est super sympa. Par contre, ça prend du temps. Et donc, il faut quand même se préparer à toute cette transformation. Mais c'est au final, c'est ce qu'on attend. Mais en tout cas, il ne faut pas négliger tout ce temps-là. Maintenant, on va commencer par une petite partie. On va terminer, on arrive sur la dernière partie. Il y aura beaucoup de plantes, mais je ne vais pas toutes les passer en revue. Rassurez-vous. On arrive donc à la présentation des différentes plantes. Donc maintenant que vous avez un peu en tête comment marche un jardin-forêt et que vous savez plus ou moins comment le créer, en une heure, voilà, en une heure, on n'a jamais le temps de développer concrètement comment le faire de A à Z, mais encore une fois, il y aura des ressources en fin de formation et on sera là pour s'il y a des questions. Mais voilà, on rentre dans la seconde partie qui est vraiment, une fois qu'on a tout ça, ben, quelles plantes mettre dans un jardin-forêt? Ben, on va voir que donc dans un jardin-forêt, on va pareillement se baser sur toutes les strates de végétation. Donc, la strate arborée et les fruitiers classiques, c'est vraiment la base de tout jardin-forêt. Souvent, l'erreur, c'est qu'on va vouloir mettre des fruitiers un peu plus rares, des fruitiers qui marchent un peu moins bien, mais il faut bien se dire que les pommiers, les poiriers et tous les autres que je vais citer, c'est des arbres qui poussent le mieux chez nous, c'est peut-être les plus cultivés, c'est peut-être moins original, mais c'est ceux qui fonctionnent le mieux et qui demandent le moins de temps d'entretien. Donc c'est quand même eux, avant de planter des espèces rares et méconnues, c'est quand même bien d'avoir la base, voilà, les fruitiers classiques et de se baser dessus en priorité, de pas mettre, pas tout considérer de pas mettre que des fruitiers rares. Il faudra faire attention au goût lors de la sélection des variétés. Les premiers critères, c'est la résistance aux maladies, mais également le goût. Comme je l'ai dit, le but c'est d'avoir des fruits qu'on aime manger et qu'on aime valoriser. Si possible, toujours faire attention aux arbres pour qu'il y ait une pollinisation. Ça aussi, hein, il y a des plantes, je ne vais pas le détailler, mais par exemple des pommiers. Attention à ne pas mettre qu'une seule espèce. Il faut toujours mettre deux espèces ensemble si possible. Alors, il y a des plantes qui sont dites auto-fertiles. Et donc, celles-là, on peut en mettre qu'une, ça marche, ça fonctionnera. Bien que de manière générale, dès qu'il y a euh, deux plantes différentes, hein, du même espèce, mais pas deux cultivars les mêmes, hein. Il faut savoir, par exemple, si on plante deux pommiers Jonah Gold et que on pense qu'on a deux pommiers et donc ils vont se polliniser, les Jonah Gold, c'est des clones, donc c'est les mêmes individus. Et donc, on a beau avoir deux pommiers, ça va pas se polliniser entre eux, c'est des clones. Et c'est pareil, ça peut arriver pour d'autres plantes moins connues. Faites attention quand vous prenez des cultivars et qu'il faut qu'il y ait une pollinisation croisée, prenez bien deux cultivars différents, ou sinon ça fonctionnera moins bien. Encore une fois, on arrivera au stade où on va attendre des années, puis on va se dire, bah, c'est bizarre, j'ai pas de fruits. Puis après, on va se dire, ah ben merde,
j'ai pas de pollinisateur. Et après, on va devoir replanter un arbre, on va devoir attendre 5 ans. Et là, on commencera à avoir des fruits. Mais voilà, c'est éviter des petites erreurs comme ça. Où on se dit, ah, demain, j'ai perdu quelques années. Mais bon, au final, apprendre, c'est aussi ça qui est enrichissant. Faites attention aux porte-greffes. Oui, là, j'ai mis voir formation du 22 octobre, c'est plus la bonne date. C'est la formation fruitier. Donc, faites attention que Bernard donne. Et donc, il faudra faire attention aux porte-greffes. Donc, voici justement le tableau des porte-greffes. Dans un jardin forêt, ce qui est bien avec les fruitiers classiques, par exemple le pommier, c'est qu'il y a plein de porte-greffes différents qui vont permettre de soit avoir un pommier en buisson, soit avoir un pommier qui sera un arbre de grande envergure. Et donc, ça permet d'avoir, soit on peut avoir différentes formes de pommiers dans son jardin forêt, c'est aussi la richesse. Et donc, faites bien attention au nom du porte-greffe, car c'est ça qui va déterminer la vigueur. Et donc, si vous voulez avoir un petit pommier dans votre jardin et que vous plantez un pommier, bien qu'il soit bastige, mais sur un porte-greffe de grande taille, ben, ça va, voilà, vous allez avoir une mauvaise surprise à terme. Donc là, on va rentrer dans les fruitiers classiques. Donc forcément, le pommier qu'on ne présente plus. Sachez que même dans les fruitiers classiques qu'on va voir, il y a moyen de se renouveler. Par exemple, là, à l'image, j'ai mis une pomme rouge. Il y a des variétés un peu plus exotiques, hein. Par exemple, là, c'est Red Devil, il me semble, la variété où il y a, par exemple, il y a Miss Rose ou d'autres, variétés de pommes à chair rouge qui sont sympathiques. Et donc, même dans les fruitiers classiques, il y a moyen d'avoir des plantes un peu dites rares, qui sont sympathiques. Mais encore une fois, avant de mettre des plantes rares, mettez des plantes qu'on aime manger. Ce serait bien trop bête d'avoir des plantes jolies, rares, mais qui sont dégueulasses ou que vous n'allez pas manger. Ça arrive trop souvent et je parle d'expérience. C'est toujours le problème. Même si on essaie de se contrôler, souvent on a toujours la collectionnité aiguë qui revient. Et donc, voilà. Encore une fois, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Si je le dis, c'est que c'est que j'en ai fait aussi un peu les frais. Le prunier, pareil. Le cerisier, c'est des espèces voilà, classiques, ça prend de plus grande taille. C'est des plantes qu'on va pouvoir retrouver dans le milieu naturel des fois ou dans des espaces publics. Le cognacier, un peu moins connu, mais par exemple, là, le cognacier, on est sur une plante qui demande une transformation. Donc, les coins, euh, c'est super, ça permet de faire principalement de la gelée de coin ou de la pâte de coin. Souvent, on fait les deux en même temps, mais il faut avoir conscience que quand on met un cognacier dans son jardin, bah, il suffit pas de récolter les fruits et de les croquer. Ça, pour ceux qui ont essayé, bah, essayez de croquer dans une coin, vous allez voir que c'est pas, voilà, c'est pas transcendant. Euh, et bien qu'il y ait des variétés, on va voir, qui sont sélectionnées pour être consommées crues, ben, c'est des variétés polonaises. Et donc, pour les avoir goûtées, ben, il faut avoir un palais de polonais. J'ai rien contre les polonais, mais voilà, il y a des variétés. Les coins, ça se mange pas cru et donc il va falloir les transformer. Et donc, ça va prendre du temps. Voilà, c'est l'exemple typique de ce que je disais avant. Les figuiers, voilà, un art facile de culture et qu'on voit de plus en plus. Il faut savoir que ce figuier-là, c'est moins classique, par exemple, et qu'il faudra surtout faire attention à bien sélectionner une bonne variété. Typiquement, les figuiers, euh, il y a plein de variétés qui, chez nous, ne donnent jamais de fruits, ou très rarement. Et donc, si vous prenez une variété de figuier dans votre jardin, si vous voulez avoir des figues et avoir une production, faites bien attention à quelle variété de figuier vous mettez. Alors, il y a deux méthodes. Soit vous prenez une variété éprouvée dans une pépinière, par exemple, au bois de Rothboss, où on va faire la visite, où il y a une visite samedi. D'ailleurs, j'espère vous voir et on en reparlera après. Ils ont sélectionné des centaines de variétés de figuiers et là, ils ont deux, trois variétés au final qui retiennent parce qu'elles sont vraiment productives d'année en année. Euh, ou alors, donc ça, soit vous achetez directement des variétés dans un pépiniériste de confiance, ou alors vous allez bouturer un figuier chez un voisin qui donne des belles figues. C'est ce qui marche le mieux. Il faut savoir que le figuier, l'avantage, c'est que ça pousse très vite et c'est un arbre qui se bouture très très facilement, contrairement à d'autres fruitiers. Il y a également dans la strate arborée des fruitiers moins communs. Donc, pour les fruitiers moins communs, c'est pareil que pour les figuiers. Il faudra toujours bien s'enseigner sur les conditions de culture. Et comme je l'ai dit, ça ne va pas représenter la majorité des plantes dans votre jardin forêt. C'est souvent des plantes qui sont quand même plus ou moins plus difficiles de culture, qui fonctionnent un peu moins bien.
et donc qui ont une production plus aléatoire. Alors c'est sympa en complément, ça permet d'ajouter à la diversité, mais il ne faut pas uniquement se baser là-dessus. Et donc, là, on va pouvoir retrouver dans ces fruits-là l'aziminier ou le pawpaw, qui est aussi une star en permaculture et qui est un arbre vraiment chouette, très difficile de culture les premières années. Donc là, d'autres images à l'écran. C'est un fruit exceptionnel pour l'avoir mangé, indéniablement. Voilà, c'est le fruit qui est l'exemple typique de la collectionnite aiguë, on va dire, hein. On a forcément envie d'avoir on se dit, quand on voit ça et que, ou autre, on se dit waouh, c'est incroyable. C'est le seul fruitier exotique qui peut pousser sous nos latitudes. Mais il faut bien avoir conscience que c'est un arbre qui est quand même très difficile de culture, donc il demande beaucoup d'entretien. Je peux en témoigner, qui prend beaucoup de temps avant d'être productif. Et surtout, avant d'en planter, c'est des plantes qui coûtent cher. Veillez bien à aimer le fruit, car le fruit, il a des arômes assez exotiques et ça ne peut ne pas plaire forcément à tout le monde. Donc voilà, ça c'est typiquement un exemple d'arbre qui est relativement fiable, mais qui demande plus de temps qu'un pommier, qu'un arbre classique chez nous, et qui est quand même plus ou moins aléatoire et qui est quand même moins adapté chez nous. Il y a également le plaque minier ou le kaki, donc, on retrouve souvent des kakis qui viennent d'Espagne ou autres dans le commerce, mais il y a également des kakis qui peuvent pousser chez nous. Alors, c'est pas toujours les mêmes kakis. Il faut attention à faire bien attention à la variété. C'est souvent des kakis donc astringents qui poussent chez nous. Donc, des kakis qui sont consommables quand ils sont un peu mous. Donc voilà, ça c'est un arbre qui est également très intéressant. Il n'y a pas de maladie, il pousse bien. Le seul danger, c'est les gelées au printemps, mais ça, on en parlera. On détaillera ça pour ceux qui, au bois de Rothbos, pour ceux qui viennent, ou sur les différentes visites de terrain. Il y en a une, donc il y en a deux, donc une ce samedi et une le samedi prochain. Donc là, je pourrais, si vous le souhaitez, il y aura des arbres devant nous. Je pourrais détailler plus la culture en long et en large. Le mûrier, pareil, un arbre très sympathique. Les feuilles sont comestibles. Donc on peut utiliser, valoriser les feuilles. Voilà, c'est pas les meilleures quand elles sont jeunes, hein, forcément. C'est très protéiné et autres. Mais également, les fruits sont intéressants. Donc c'est l'arbre, le mûrier, qui produit des fruits sucrés. Voilà, c'est sympa d'en avoir un. Il faut pas en avoir plus d'un dans un jardin-forêt. Mais c'est une espèce sympathique. Le cornouiller mâle, qui lui n'est pas une espèce qui vient de loin ou autre, c'est bien une espèce dite indigène, mais les fruitiers les cornouillers intéressants pour la consommation des fruits, c'est des variétés qui viennent de l'Est. Il faut savoir que en Ukraine, dans les régions de l'Est, en Pologne ou autre, c'est un fruitier qui est cultivé à même titre que le pommier ou le cerisier ou le prunier chez nous. Donc c'est vraiment un arbre qui fait partie de la culture locale. Et là-bas, ils ont fait des sélections de fruits, de gros fruits, comme vous pouvez le voir sur l'illustration. On voit une illustration botanique avec le fruit sauvage qu'on peut avoir chez nous, qui est tout petit, versus un fruit sélectionné qui est quand même plus gros et qui peut atteindre la taille d'une cerise et qui sont souvent plus intéressants. Donc voilà, le cornouiller, c'est également un plant intéressant et il est d'autant plus intéressant pour la biodiversité vu que c'est une plante indigène, donc qui vient de chez nous naturellement. Alors l'olivier d'automne, je ne vais pas le détailler, mais voilà, il a un intérêt indéniablement, mais on pourra en parler sur le terrain. Euh, dans les strates arborées, il y a également tout ce qui est arbre à noix ou à coque. Donc, souvent, c'est des grands arbres. Ça demande une mise à fruit plus ou moins lente. Mais l'avantage de ces fruits, c'est que c'est des fruits qui sont très nutritifs et qui se conservent très bien. Donc, ça, c'est aussi un must, selon moi, dans un jardin-forêt. Tout ce qui est châtaignier, noyer, c'est des arbres qu'on peut retrouver. Si vous n'avez pas l'espace, c'est des arbres qu'on peut aller récolter dans le milieu naturel. Souvent, il y a bien un ou deux châtaigniers ou un noyer qui est dans un parc ou autre, où on peut récolter les fruits ou voilà, dans un milieu où il y a pas où ça dérange personne. Mais si vous avez l'espace, c'est des arbres à pas négliger. Donc le noyer commun, qui est un must. Il y a des variétés sélectionnées. Donc il y a le noyer classique, qui est déjà un très bel arbre, donc les noix non sélectionnées. Mais sachez que les variétés sélectionnées ont souvent l'avantage d'être un peu plus faciles à ouvrir, par exemple, ou ont un goût un peu plus ou moins intéressant, ou se conservent mieux. Par exemple, voilà, il y a la franquette de chez nous, le noyer franquette, ou d'autres, Ferranor ou autres, qui sont d'autres avantages. Pareil pour le châtaignier, il y a des espèces sauvages qui font de plus petites châtaignes, et des châtaigniers dits sélectionnés qui font des grosses châtaignes,
qui sont plus faciles à ouvrir et qui permettent d'avoir une transformation plus rapide. Typiquement, le châtaignier, j'ai testé, les variétés sauvages, elles prennent beaucoup, ben, pour le même nombre de grammes de châtaigne, le temps de travail est presque triplé ou dédoublé. Donc voilà, ça peut valoir la peine si vous en plantez un. Si vous avez un sauvage, c'est très bien, et c'est très bien les sauvages. Si c'est pour la production, sachez quand même que ça vous peut valoir la peine d'avoir une variété sélectionnée. À planter. Le noisetier, c'est pareil, exactement pareil. Et on peut également retrouver les arbres à épices, donc des arbres qui vont plutôt que valoriser les fruits. Bah, ça peut être les fruits, mais ça va être également d'autres parties des plantes qui vont pouvoir servir donc d'épices en cuisine. Donc dans cette famille-là, il y a tout ce qui est Xanthoxylum, qui sont des poivriers. Donc le poivrier du Sichuan, le timut, le sancho, qui sont à peu près de la même famille. Donc on voit à l'image les épines et les fruits rouges. Donc c'est un très bel arbre ornemental et autres. Faut savoir que c'est comme un grand arbre et qui produit pour au final une utilité qui est limitée. Hein, voilà, faut vraiment aimer le poivre de Sichuan. Typiquement, avant d'en planter un, goûtez-en dans le commerce. On en trouve dans le commerce. Si vous aimez bien le goût, bah, peut-être que ça vaut la peine d'en planter un. Et sachez qu'il y a différentes espèces et il y en a qui sont plus petits que d'autres. Et donc, avec un petit arbre, on a vite notre consommation annuelle de poivre. Et donc, pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est pareil pour le laurier sauce, hein, typiquement, on n'a pas besoin d'avoir d'un énorme laurier sauce pour faire pour tout ça. Et on a également des arbres à feuillage comestible, tels que le mûrier, le tilleul, qui est chez nous l'arbre avec les meilleures feuilles comestibles. Voilà, une salade sera toujours plus facile, sera toujours meilleure quand même, mais des fois, ça peut être sympa également de manger des feuillages. Il y a aussi le cèdre de Chine qui lui est cultivé et qui a un arôme vraiment qui peut valoir la peine. Mais ça, je le détaillerai sur le terrain pour ceux qui viennent. Euh, dans la strate arbustive, on va arriver à tous les petits fruits. Donc, c'est des petits buissons, des petits arbres qui peuvent être des fruitiers classiques comme les groseilles et autres, ou également donc des fruitiers comme le pommier ou autres, mais sur des porte-greffes nanifiants qui font qu'ils restent très petits. Donc voilà, comme je l'ai dit, les porte-greffes, ça permet d'avoir différentes tailles et donc ça permet d'avoir des petits arbustes. Ces petits arbustes-là, souvent, c'est des plantes qu'on va mettre en lisière. On va les mettre en lisière des grands arbres. Et donc, souvent, c'est des plantes qui aiment bien une exposition plus ou moins tamisée. Donc, une exposition quand même soleil, mais avec qui tolère un ombrage une partie de la journée. Donc, dans la famille, on a tout ce qui est ribes. Je vais pas les détailler, mais voilà, ça, c'est les classiques des petits fruits. C'est un must-have dans le jardin-forêt. Ça prend très vite, ça se bouture très facilement et donc ça se reproduit très vite. Euh, voilà, il y a plein d'espèces différentes, mais le cassissier, le groseillier et le groseillier à macro, ça reste la base. Il y a également tout ce qui est les rébus, donc les mûriers, les ronces. Il faut savoir que le framboisier, ça reste un must-have aussi du jardin-forêt, mais c'est typiquement une plante qui va pouvoir tolérer une exposition en dessous d'un arbre. Une guilde qui est facile à mettre en place, c'est des jeunes fruitiers et à proximité des framboisiers qui vont tolérer une certaine forme d'ombrage. Euh, et également donc des ronces sans épines. Il faut savoir que les ronces, ben, on peut avoir les deux. Il y a la ronce classique de chez nous, non sélectionnée, qui va avoir plein d'épines et qui va souvent être mal aimée au jardin. Mais si vous souhaitez avoir des murs sans avoir les inconvénients des ronces, n'hésitez pas à planter des sélections sans épines. Qui permettent donc d'avoir des fruits souvent un peu plus gros, qui ont peut-être pas toujours l'arôme de la mûre sauvage, mais qui est quand même intéressant. Il y a également des variétés hybrides. Voilà, ça, on le détaillera sur le terrain. Voilà, les myrtillers, pareil, je le détaillerai, mais c'est un peu plus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut une terre acide, et donc ça ne s'implante pas partout. Il y a le camérisier qui est moins connu, mais qui est une sorte d'équivalent au myrtiller, mais pour les terrains moins acides. Donc, on appelle ça le bleuet. Ça se consomme, ça pousse partout, hein, sur tout l'hémisphère nord. Mais les Canadiens l'ont bien sélectionné, comme les Russes. Et donc, c'est un arbre qui produit les premiers petits fruits souvent de la saison. Euh, c'est meilleur les myrtilles, selon moi, honnêtement. Ça dépend les variétés. Il y a des variétés sélectionnées qui valent les myrtilles, qui sont même des fois meilleures. Ça dépend, mais en tout cas, c'est aussi un arbre vraiment facile de culture et donc je recommande chaleureusement. Le sureau noir, un must, mais qu'on peut retrouver également dans le milieu naturel, donc pas forcément besoin de le planter chez soi, mais si vous avez de l'espace, le sureau
c'est génial. La mélanchier, également sympathique. Attention à bien planter, si possible, de l'ovalis. Il y a un amélanchier qui vient du Canada et qui n'est pas originaire de chez nous, mais il y a l'amélanchier de chez nous qui vient d'Europe, qui n'est pas envahissant et qui peut être intéressant. Voilà, là, voilà, ça c'est plutôt un petit plaisir coupable. Le feijoa, Joya, c'est un fruitier rare, ça marche chez nous, mais il faut quand même à condition plutôt de ville. Le cognac du Japon, je vais pas les détailler. Voilà, là, je vais en passer quelques-uns. Vous pouvez les regarder, vous renseigner sur Internet, ou alors venir le samedi, les 2 samedis, pour en savoir plus. On va arriver à la fin avec, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de cette formation, on va arriver à la strate grimpante. La strate grimpante, c'est vraiment aussi un super outil, un super jouet dans un jardin forêt. Ça va permettre de valoriser plein de choses. Donc, typiquement, là, j'ai l'exemple sur la photo, mais qu'on peut faire chez moi. Ça permet de valoriser les haies, les arbres non productifs. Il faut savoir que chaque plante grimpante a un mode d'accroche différent et donc il faudra bien adapter le support en fonction de leur mode d'accroche, que ce soit des vrilles, des crampons. Euh, c'est souvent des plantes qu'on peut installer plus tardivement parce qu'elles ont besoin d'un support. Et donc, souvent, ce qui est intéressant, c'est de mettre des supports vivants. Et que, comme je l'ai dit, du coup, ne pas hésiter à les faire grimper sur les végétaux. Par exemple, là, sur la photo, je l'ai refait cette année. C'est un exemple de courge, une courge de Siam, qui est une courge grimpante, qui va pouvoir facilement grimper et recouvrir une haie. Et par exemple, là, voilà, c'est un exemple où dans ma haie, la haie se porte très bien, mais il y a eu l'année passée, il y a eu 110 kilos de courge. Alors, ça marche bien avec la courge de Siam, ça marche moins bien avec d'autres courges, mais ça peut marcher parce que celle-là, elle est vraiment grimpante. Mais encore une fois, je vous recommande de goûter d'abord cette courge avant d'en planter chez vous, car il faut quand même, c'est moins bon que des potimarrons ou autres. Il y a également donc dans les strates grimpantes, il y a les supports muraux. Donc là, on a l'exemple à droite, sur l'image à gauche, sur la droite, on a on a l'exemple donc d'un mur blanc avec une vigne. Donc c'est des câbles en acier tendu. Ça marche très bien, ça permet de valoriser des façades exposées plus ou moins au sud. Et donc là, c'est facile, ça permet d'avoir une vigne vraiment bien exposée. Mais on peut également valoriser, par exemple, des arbres vivants. Là, j'ai remis une photo d'il y a quelques années, mais cette année, l'arbre est totalement recouvert, en partie, presque en totalité. Par exemple, là, un arbre qui est un sorbier des oiseleurs, qui est un arbre qui a un feuillage très peu dense, qui est d'ailleurs très intéressant en jardin et forêt, plus pour la biodiversité et par son feuillage peu dense, et qui va à terme donc accueillir une vigne qui le grimpe à l'intérieur. Donc ne pas hésiter à utiliser des supports naturels. Donc on passe d'un fruitier, d'un arbre qui est non productif à un arbre qui devient un support pour une plante productive. Voilà, je ne vais pas détailler encore une fois parce qu'on est vers la fin, mais les vignes, c'est génial, c'est la plante grimpante que je recommande le plus chaleureusement. Favoriser les vignes résistantes aux maladies. Il y a des plantes dites interspécifiques ou américains qui sont plus résistants aux maladies, donc choisissez bien un cépage adapté. Et l'avantage des Américains, c'est qu'ils se bouturent, contrairement aux Européens. Il y a les kiwis et les kiwis, c'est beaucoup plus dur de culture, mais ça peut être sympathique si vous avez une zone adaptée. Voilà, je vais pas le détailler. Et on termine aussi avec les plantes couvre-sol. Je vais vraiment accélérer, mais donc c'est des plantes non ligneuses qui vont souvent disparaître sous terre l'hiver. Ça rejoint aussi les plantes tubéreuses, donc qui font des tubercules, comme la pomme de terre, mais c'est des plantes vivaces. C'est souvent la dernière à implanter. En tout cas, la strate herbacée, c'est la dernière à implanter, car c'est celle qui demande le plus d'entretien et voilà, qui est le plus dur à mettre en place. Donc là, on arrive, par exemple, dans la strate herbacée, on va pouvoir retrouver tout ce qui est plantes aromatiques, donc les menthes, les origans, les thym, adaptés en fonction de l'exposition. Les plantes à fruits, les petites, comme les fraisiers des bois, les légumes vivaces, le chou de Banton, voilà, je vais pas faire la liste. Encore une fois, venez samedi si vous avez le temps ou renseignez-vous. Il y a des livres aussi que je vais recommander à la fin avec plein d'espèces, des plantes à fleurs comestibles. Donc là, ça permet de lier l'aspect ornemental à l'aspect comestible.
Et donc, comme je l'ai dit, c'est la dernière strate à planter. Donc là, voilà, on a quelques exemples de tubercules. Il y a plein de plantes à mettre. Les tubercules, c'est quand même important au jardin forêt, vu que c'est quand même une bonne source de nourriture. Et donc, parmi ça, on peut retrouver, voilà, pour ceux qui aiment le topinambour, l'igname, il y a des ignames qui poussent chez nous, la crône du Japon et la pomme de terre qui reste un classique. Encore une fois, avant d'en planter, goûtez-les si possible. En tout cas, avant d'en propager, c'est toujours mieux. Euh, c'est toujours l'idéal avant de les mettre en grande quantité dans votre jardin. Et donc, on arrive encore une fois vraiment à la fin et on termine par les pépinières. Donc, comme je l'ai déjà dit, je réinsiste dessus, favoriser les plantes et surtout les arbustes et les arbres en racines nues. Pour les fruitiers classiques, essayez d'aller dans des pépinières certifruits, donc qui sont comme Bernard le détaille dans ses formations, des pépinières où on retrouve donc des fruitiers de chez nous, de nos régions. Pour les fruitiers, les arbres plus rares, bah, il faut souvent aller dans des pépinières. Il y a moins de pépinières qui les vendent et donc j'ai mis une liste ci-dessous. Donc il y a le bois de Rothbos où on va aller samedi, qui est une pépinière où vraiment là, il y a de tout. Toutes les plantes rares, elles sont là. Mais encore une fois, voilà, il ne faut pas se dépendre que de ça. Il y a les pépinières Laprelle pour. Voilà, je vous ai mis la liste, je ne vais pas faire toute la liste. Mais il y a plein voilà, vous avez quelques idées qui couvrent toute la région wallonne pour trouver des plantes de jardin forêt plus rares. Il y a également le moyen de passer par des pépinières en ligne. Je recommande moins de manière générale, mais si vous avez vraiment du mal à trouver une plante, sachez que ça existe et ça c'est plus ou moins fiable. J'en ai mis deux, trois ici et qu'il y en a encore plein d'autres, mais l'idéal c'est d'aller aux pépiniéristes du coin. Les jardineries aussi, c'est très bien. Faites attention juste à avoir des plants en bon état. Donc, évitez les pots, comme je l'ai dit, et favoriser les racines nues. Euh, voilà, on va terminer par la conclusion. Encore une fois, ce qu'il faut retenir quand on crée son jardin-forêt, c'est vraiment les grands principes. C'est de toujours bien observer, de bien connaître son terrain. Prenez le temps d'observer le terrain avant de vouloir tout planter. Apprendre à bien connaître le fonctionnement des écosystèmes et connaître les différentes plantes. Se renseigner pour chaque plante. Aller sur la page Wikipédia ou une autre page, mais se renseigner un peu, qu'il y a dans des livres ou autres, sur les besoins de la plante, comment elle se cultive. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. Vous allez en faire d'office. Il va y avoir plein d'erreurs, mais c'est ça qui est marrant aussi d'un côté, et c'est comme ça qu'on apprend. Euh, Mettez les plantes que vous aimez manger en priorité. Ça, encore une fois, je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'insiste dessus. Le but, c'est quand même d'avoir une production. Et donc, c'est dommage d'avoir des plantes qu'on ne mange pas. Commencez petit. Donc, le dernier principe, commencez petit pour ensuite propager le modèle à plus grande échelle. Pour plein de plantes qu'on a vues, donc, comme les petits fruits, les ribes, les figuiers, d'autres arbres, les vignes, il y a plein de plantes qui se bouturent et qui se reproduisent facilement. Donc, ne pas avoir peur de commencer petit et ensuite de propager les plantes pour au moins se faire un peu la main, avoir des plantes qui ont repris et ensuite agrandir ou partager les plantes en dehors de chez vous. C'est ce qui est également enrichissant. Pour terminer, comme promis, donc chose promis, chose due, voici quelques ressources pour aller plus loin sur le jardin forêt. Donc, on va pouvoir retrouver la Bible, une des Bibles selon moi, qui est la forêt jardin de Martin Crawford, donc Forest Garden. Faut savoir qu'il y a la version française qui est très bien, mais un petit peu moins illustrée que la version anglaise. C'est pas juste l'élitisme de prendre l'anglais. Si vous y arrivez, voilà, il y a les noms latins, mais il est vraiment mieux construit et la mise en page est un peu plus complète. Mais voilà, la version française est très bien. À défaut, il y a également donc le livre de Rémi Kulik, donc il y a aussi une chaîne YouTube qui fait la permaculture et autres. Lui, voilà, c'est vraiment une mine d'informations. Il y a les livres qu'il a sortis, donc il a fait le jardin forêt avec Terre vivante. D'ailleurs, il a ressorti un livre récemment sur la mise en place du jardin forêt, que je recommande également, où là, vous avez beaucoup plus d'exemples concrets. Mais voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ça. N'oubliez pas ils ont également des chaînes YouTube. Il y a Damien de Cars, pour ceux qui connaissent aussi,
aussi qui fait de la permaculture, mais qui a également une super chaîne YouTube. Il a écrit des livres sur le sujet et c'est aussi quelqu'un de très intéressant à écouter. Fabrice Desjours et d'autres, et toute l'équipe de la Forêt Gourmande en France, qui eux aussi sont vraiment, qui ont peut-être mis en place le plus bel exemple de forêt-jardin, en tout cas que j'ai connaissance en France. Pour encore aller plus loin, donc là, on a lu les livres sur la forêt, le jardin-forêt. Sachez qu'il y a d'autres livres, probablement peut-être que vous connaissez, mais je ne les ai pas tout mis. J'ai mis vraiment les livres qui, selon moi, sont voilà, les plus connus et les plus complets. Il y a aussi le livre de David Holmgren sur la permaculture. Comme je l'ai dit, la permaculture, ça rejoint plein de notions du jardin-forêt. Donc, pour ceux qui veulent lire, donc c'est quand même un livre de 300 pages. La permaculture, c'est plus que juste simplement faire son potager chez soi, c'est vraiment une philosophie. Et je trouve que c'est un livre très enrichissant pour ceux qui ont l'envie et le temps. Et pour ceux qui souhaitent, qui ont la collectionnité aiguë, comme j'ai pu l'avoir et comme je l'ai encore un petit peu, il y a l'encyclopédie des fruitiers sauvages ou méconnus de Helmut Pirk, qui reprend plein d'exemples de fruitiers méconnus et leur culture. Donc voilà. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas donc de venir à nos prochaines formations. Donc surtout, comme je l'ai déjà dit lors de la formation, il y a les 2 visites de terrain sur le jardin-forêt où je serai là. Donc, il y a celle de ce samedi à la pépinière du Bois de Rode-Bosse à Rode-sa-Genèse, qui est vraiment super. L'avantage de cette pépinière, de cette visite-là, c'est que vous allez pouvoir en plus acheter des plants. Donc, la pépinière sera ouverte. Il y a un jardin-forêt où ils multiplient leurs plants et qui est vraiment une super zone. D'ailleurs, il y a eu plusieurs visites dans le cadre du festival des jardins-forêts. Mais donc là, si vous souhaitez acheter des plants, bah, vous pouvez faire une pierre deux coups. Donc c'est de 9h à midi et ensuite la pépinière de toute façon est ouverte si vous avez des questions. Et ensuite également, pour ceux qui sont plus de la région de Liège ou du Luxembourg, il y a également la visite du bois de la forêt de Luant. Euh, J'oublie. Ouais, c'est le bois de Luant, il me semble. La forêt de Luant, je pense. J'ai un doute maintenant. À Ewaille, donc, qui est également une zone où ils font du maraîchage et où ils ont mis un jardin-forêt en place il y a quelques années. Voilà, ils ont plein de retours à partager là-dessus. Et donc là, on va également pouvoir voir un autre exemple qui sera totalement différent que du bois de Rode-Bosse, mais qui sera également très enrichissant pour ceux qui le souhaitent. Ou sinon, n'hésitez pas à participer à nos autres formations en visioconférence. Donc, l'adaptation du jardin face au changement climatique le 7 octobre et le choix et la plantation de haies favorables à la biodiversité donné par mon collègue Bernard qui est ici et qui sera également super enrichissante. Hop, on arrive du coup à la fin et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Euh, le moment où on va pouvoir un peu échanger pour ceux qui ont encore un peu de temps et qui souhaitent rester. Je vais d'abord commencer peut-être par lire les questions dans le chat qui ont été posées. Et ensuite, si d'autres souhaitent poser une question, peut-être n'hésitez pas à lever la main si vous y arrivez par Teams ou à mettre un message. Normalement, on peut autoriser votre micro, on autorisera votre micro afin que vous puissiez poser votre question de vive voix. Alors, je vais commencer par la première question. Donc, planter des saules ou de grands arbres ne privent pas les arbustes et les petites plantes de l'eau dont elles auraient besoin. Euh, Chez nous, il faut savoir qu'en Belgique, il pleut beaucoup, beaucoup s'en plaignent, mais c'est aussi une richesse. Et donc, de manière générale, hein, avec les sécheresses, ça peut arriver, mais de manière générale, il n'y a pas vraiment de concurrence pour l'eau chez nous. Et même, voire des fois, donc, les grands arbres ne vont pas déranger et voire même vont pouvoir remonter de l'eau. Donc, ce qui est intéressant dans le jardin-forêt, c'est qu'il va y avoir des plantes avec des grandes racines bien profondes qui vont faire remonter de l'eau à la surface et qui vont peut-être en faire en partie, indirectement, en faire profiter les autres plantes. Donc, non, ça peut être justement utile. En pratique, comment cueillir les fruits d'un hôtis si des plants se trouvent à ses pieds? Ça, c'est une bonne question. Et on rejoint justement la question en pratique, il y a l'aspect pratique. Euh,
il arrive qu'effectivement, ça puisse gêner la récolte des fruits. Alors, soit on récolte des fruits directement quand ils sont dans les arbres, mais l'idéal, c'est quand même de réfléchir aussi à la récolte. Et donc là, c'est juste, ça dépend de la densité que vous avez. Idéalement, normalement, j'ai rarement eu le problème. Effectivement, ça arrive que la récolte des fruits soit un peu plus compliquée que si on n'avait rien autour ou juste de l'herbe. Mais c'est tout à fait possible. C'est juste c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, il faut éviter peut-être de mettre des tapis de ronces. Voilà, si vous avez des ronces à épines en dessous d'un arbre fruitier, bah oui, ça va être piquant d'aller chercher des fruits. Euh, donc voilà, c'est du bon sens. Voilà. Vous parlez de noyer également. Donc prochaine question. Qu'en est-il de l'impact de la juglaune dans le jardin-forêt? Bonne question. Effectivement, on dit toujours que le noyer, que rien ne pousse en dessous d'un noyer. C'est vrai que le noyer et que tous les juglances, donc toutes les arbres de la famille des noyers, euh, produisent de la juglaune. Il y en a qui produisent moins que d'autres, mais cette substance-là peut effectivement embêter certaines plantes. Alors l'idéal, c'est quand même, quand on a un noyer, de se renseigner sur les plantes qu'on met en dessous. Typiquement, ne jamais mettre un pommier trop proche d'un noyer, car là, effectivement, le noyer peut mourir. Et donc là, voilà, c'est un cas à part du noyer, car c'est une des rares plantes qui a ce système d'anti-compétition et qui produit une substance qui inhibe la croissance d'autres plantes. Mais il faut savoir qu'il y a plein de plantes qui ne sont pas, la majorité des plantes ne sont pas dérangées par la juglaune. Et donc, voilà, il faut peut-être faire un peu attention à ça, mais faire attention en tout cas aux fruitiers classiques, ne pas les mettre trop proches. Mais voilà, de manière générale, c'est pas non plus un énorme problème, quoi. Ça limite un peu la croissance des plantes, mais la plupart s'en sortent bien. Et peut-être alors les espacer un petit peu. Et surtout, quand on récolte les feuilles, peut-être ne pas mettre des tas de feuilles de noyer au pied d'un pommier. C'est peut-être pas voilà, l'idéal. Mais c'est une très bonne question. Quid de la proximité des guêpes et frelons dans les fruits tombés si plantes potagères au pied des arbres fruitiers? Euh, Bonne question. Moi, j'ai pas eu souvent ce problème. Ça arrive qu'il y ait des guêpes et des frelons dans les arbres. Euh, mais ça m'a jamais. Souvent, en fait, l'idéal, je récolte mes fruits. En tout cas, chez moi, pas tous, mais je récolte la plupart de mes fruits. Et donc, souvent, je les récolte même avant qu'ils tombent et avant qu'ils soient trop mûrs. Mais j'en laisse également des fois au pied. Mais c'est jamais problématique, en tout cas, dans mon cas. Euh, mais voilà, c'est effectivement une bonne question. L'idéal, c'est de récolter les fruits, mais j'ai pas eu en tout cas rencontré ce problème-là. Prochaine question, donc la mélanchier a-t-il besoin d'ensoleillement d'une taille particulière? Le mien ne produit rien. Bah là, on rencontre peut-être un cas de, je ne sais plus si la mélanchier est auto-fertile. Il me semble que potentiellement que oui, mais soit votre amélanchier n'est peut-être pas assez ensoleillé, mais ça m'étonnerait vu qu'il produit quand même des fruits même dans des ombres assez importantes. Mais c'est peut-être juste qu'il n'y a pas de pollinisation. Il faut voir l'espèce que c'est, mais c'est possible qu'il n'y ait pas d'autres amélanchiers dans le voisinage et donc qui ne produisent pas de fruits. Et donc là, peut-être en planter un deuxième. Encore attention avec l'amélanchier, essayez d'éviter l'amélanchier du Canada ou plantez bien de l'amélanchier ovalis qui est très difficile à trouver en pépinière. Hein, on n'en trouve que dans certaines pépinières. Donc voilà, je mets déjà ça en garde. Mais ça, voilà, c'est peut-être en planter un deuxième si vous voulez avoir une production et c'est valable pour d'autres fruitiers si vous rencontrez ce problème. Alors, la pépinière d'Olivier de Béziaux conseille où on peut goûter les fruits. Ouais, oui, oui, c'est pas une question, mais c'est une remarque, effectivement. Aller en pépinière, il y a aussi les journées certifruits. Ça permet de goûter plein de fruits, donc de savoir justement sélectionner la variété qu'on souhaite avoir dans son jardin. Alors, autre question, est-ce qu'il est imaginable de planter des pommiers poiriers sans faire de taille? Alors là, je ne répondrai. Sachez que oui, avec une bonne taille. Ben, il y aura toujours une taille. On pourra juste limiter les tailles, mais pour aller plus loin, euh, je vous recommande quand même plus de participer à une formation Certifruit, à une formation, donc soit organisée par Certifruit, ou sachez que chaque année, on organise une ou deux, souvent deux formations sur la taille des fruitiers et qu'il y a également une visioconférence. Donc, si vous avez suivi une formation, je vous renvoie vers la formation de mon collègue Bernard qui est ici
qui est génial et qui explique ça en longueur. Mais sachez que oui, de manière générale, il y a moyen de limiter les tailles. Alors, sans taille, c'est compliqué, mais il y a moyen de limiter grandement le besoin en taille si on fait un axe central et si on connaît bien la physiologie des arbres. Alors, c'est possible d'avoir les slides de la présentation. Alors oui, bien sûr, sachez que toutes les slides vous seront envoyées et que j'ai mis un peu à la fin aussi les liens et les ressources utiles. J'ai mis quelques liens en plus de ceux-ci qu'on voit. Donc voilà, n'hésitez pas. Pareil pour les pépinières. Vous aurez les liens, voilà, les slides, et donc vous pourrez trouver toutes les astuces et autres. J'ai fait un peu le tour des questions. Est-ce qu'il y en a avant de partir? Je vois qu'il y en a qui souhaitent, qui partent. Voilà, je vous souhaite bonne soirée. Mais s'il y en a qui le souhaitent, est-ce qu'il y en a qui souhaitent prendre la parole? Si oui, levez la main. Si vous avez ou mettez un message pour qu'on active votre micro. Hop. Il y avait une autre question d'Isabelle. Quand on voit le zonage dans les slides, les strates ne sont pas mélangées. Ne faut-il pas associer les strates de façon proche comme la forêt justement? Oui, l'illustration du zonage, effectivement, bah, il me semble qu'il y a des strates plus ou moins mélangées, mais oui, l'idéal, c'est justement de les mélanger. Attention qu'il ne faut pas qu'elles soient non plus trop proches, hein. On ne va pas mettre trop de plantes en dessous vraiment d'un grand arbre. Il faut aussi avoir accès au pied de l'arbre. C'est quand même bien, mais oui, il faut faire juste attention à l'ensoleillement. Mais oui, il faut effectivement essayer de faire comme une lisière de forêt, hein. Pour avoir l'exemple naturel, vous allez dans une lisière de forêt et vous regardez, vous allez voir qu'on va avoir les grands arbres, puis on va avoir des plus petits arbustes quand c'est une lisière plus ou moins bien construite, plus ou moins naturelle, jusqu'à finir par des ronces et des jeunes arbustes. Donc l'idéal, c'est quand même de justement avoir une certaine distance pour qu'il y ait de l'ensoleillement, mais qu'ils soient relativement proches. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou la prise de parole, voilà, il commence à être tard. Donc voilà, oui, inspirez-vous de la lisière de forêt. C'est quand même le meilleur exemple. Pour avoir les distances, c'est ce qui marche le mieux. Et ce qui marche bien aussi avec les grands arbres, c'est de remonter le haut-pied, donc de tailler les branches basses pour essayer de justement éclaircir la base de l'arbre. Et de bien faire attention dans le design. Je ne l'ai pas dit, mais ça paraît du bon sens, mais si vous mettez un grand arbre, un tilleul ou un noyer, ne le mettez pas en plein sud de votre terrain, parce que sinon il va ombrager une grande partie de votre terrain. Mettez-le plutôt au nord, quitte à ombrager un peu votre. En tout cas, si vous le pouvez. Non, n'ombragez pas trop votre voisin, mais voilà, si vous. Ça peut également être possible. C'est quand même l'idéal de mettre les grands arbres plutôt face nord que au sud, ou sinon vous risquez d'avoir vraiment un trop grand ombrage. Voilà, c'est vraiment, pour ceux qui ça intéresse, il y a toutes les formations de design en permaculture. Donc il y a le réseau permanent. Ça, je l'ai peut-être pas mis dans les liens, mais voilà, il y a différentes ressources et formations. Ça permettra donc pour ceux qui s'intéressent de voir la permaculture, et souvent le design et le jardin-forêt y sont abordés. En tout cas, c'est comme ça que moi, à la base, j'en ai pris conscience et que j'ai connu ce système-là. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Non. Non, je vois que des bonnes soirées. Euh, ah, voilà, je vois qu'il y a des gens samedi. Bah oui, et pour ceux merci pour les clapements de main. Pour ceux qui sont présents, venez samedi. Ah, je suis content de voir qu'il y a des gens qui viennent samedi, que ça soit au bois de Rothboss ou alors le samedi encore après à la forêt de Luan. Ça va être de chouettes matinées et il va y avoir plein de chouettes exemples justement de plantes et de cas concrets qu'on a vus aujourd'hui. Ok, bah si je n'ai plus d'autres questions, bah, je vais clôturer tout doucement l'événement et vous dire voilà, vous souhaiter une belle soirée, une bonne nuit et à la prochaine sur le jardin de demain, la Dahlia 2.0.